En Éthiopie, 7 millions de personnes sont menacées par la famine. Des milliers sont déjà morts. La famine causée par la sécheresse est la pire de l'histoire récente. Et maintenant, les pluies ont à nouveau échoué pour la troisième année consécutive. Les ONG font tout ce qu'elles peuvent, mais il n'y a tout simplement pas assez de nourriture pour tout le monde. Une des régions les plus touchées se trouve dans le nord du pays, où le problème a été compliqué par deux guerres sécessionnistes en Érythrée et au Tigré. 40 000 réfugiés se sont dirigés vers la ville de Korem dans l'espoir d'obtenir un peu de nourriture et d'aide médicale. Notre correspondant Michael Burke s'est nouveau rendu à Korem après 4 mois et il a trouvé la situation bien pire. L'aube. Et quand le soleil apparaît, traversant le froid perçant de la nuit sur la plaine aux alentours de Korem, il illumine une famine de proportions bibliques, aujourd'hui au XXe siècle. Ce lieu, selon les travailleurs, est le lieu le plus proche de l'enfer sur terre. Des milliers de personnes oubliées viennent ici pour de l'aide. Beaucoup n'y trouvent que la mort. Ils inondent la ville tous les jours, venant des villages situés à des centaines de kilomètres, fatigués par la faim et conduits au désespoir total. 15 000 enfants souffrent ici, aujourd'hui, confus et perdus. La mort est tout autour, et un enfant ou un adulte meurt toutes les 20 minutes. Korem, une ville insignifiante, est devenue un lieu de deuil. Les ONG font tout ce qu'elles peuvent. Save the Children Fund prend soin de plus de 7000 bébés. Tous les jours, ils les pèsent pour ensuite comparer leur poids à leur taille. Par cette règle de base, 1 sur 3 est sévèrement mal nourri, affamé au point de la mort. Ce matin, encore 114 bébés sont arrivés. Le choix de qui peut être aidé et qui ne peut pas, parmi le flot constant de nouveaux arrivants, fend le cœur. Il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir la moitié de ces personnes. Les rumeurs d'un cargo peuvent semer la panique et la plupart du temps, ces rumeurs sont fausses. Pour beaucoup, il n'y aura pas de nourriture aujourd'hui encore. 2 mois auparavant, il y avait 10 000 personnes ici. Maintenant, les derniers sondages estiment qu'ils sont 40 000. Il n'y a pas suffisamment de nourriture dans le pays et pas assez de transport pour les déplacer, même s'il y en avait. Ces personnes ont attendu toute la matinée. Ils veulent de la nourriture, mais ils reçoivent des vêtements. Et les personnes les plus nues et nécessiteuses sont marquées par un trait de plume sur le front avant. Le début de la distribution. Un garde armé siège sur les petits paquets de vêtements en provenance des pays européens. Quelques vestes, pantalons et pulls, une fois portés par l'Occident riche, sont maintenant remis à ces gens affamés qui doivent vivre à l'air libre par des nuits où les températures tombent un peu plus de zéro. Dieu ne dort. Je n'arrive pas à comprendre qu'un pays millénaire comme l'Éthiopie, qui a autant de terres, autant de biens, se retrouve dans une situation comme celle-ci. Oui, à regarder ces images, on peut dire que c'est vraiment très désolant. Mais je vais à la suite dire que les médias, n'est-ce pas, la représentation que les médias font des souffrances généralement en Afrique, ou bien, et plus précisément pour le cas de cette famille en Éthiopie, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'où il fallait voir ou essayer de comprendre le problème. Parce qu'en 1984, par exemple, pour le cas de la famine de 84-85, quand on en parle déjà dans beaucoup de médias et qu'il y a une mobilisation internationale pour lutter contre la famine en Éthiopie, il se trouve en fait que les chiffres, n'est-ce pas, commencent déjà à baisser. Les chiffres de, je ne fais pas une comptabilité macabre, mais les chiffres de morts et de ceux qui souffrent de la famine sont en train de baisser. Et maintenant, cette mobilisation de l'aide humanitaire des agences internationales... Il y a une arrière-pensée politique. Voilà, donc parce que toute l'aide qu'ils apportent sont en fait destinés à renforcer les politiques qui ont, n'est-ce pas, amené cette famine. Parce que quand un pays est engagé dans la guerre, quand un pays est à plusieurs fronts de bataille, où toute la main-d'œuvre du pays est orientée vers l'armée, maintenant, ceux qui produisent la nourriture, et pour un pays comme l'Éthiopie, où, n'est-ce pas, comme on l'a dit tout à l'heure, l'économie est basée sur l'agriculture, il y a une déviance, il y a un détournement de ressources. Et
l'État impose aux producteurs de biens vivriers de pouvoir vendre à un prix très bas pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, pour que cela soit accessible à tous ceux qui travaillent pour Frédéric, la famine, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Donc il y avait des événements avant qui se sont produits, qui ont créé cette situation. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des arrière-pensées politiques ou une main... C'était une possibilité, mon frère. C'était une possibilité parce que si aujourd'hui, par exemple, comme on dit, à plus de 60-65% de l'économie de l'Éthiopie à l'époque, c'était de l'agriculture. Bon, juste à un mois, il n'y a pas la pluie. Il faut quand même commencer à prévoir. Il faut importer ou bien négocier avec d'autres personnes, mais vous laissez ça pendant une année. Pendant, par exemple, 2 ans. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais moi, cette image-là, je me rappelle, j'étais encore jeune. Moi, j'étais à l'internat. On nous a montré cette image. On croyait que ce n'était pas la réalité. On a vu ça, mais on ne croyait pas que c'était... Mais lorsqu'on a su que c'était la réalité, moi, je me suis dit, mais l'être humain, vraiment, on peut être méchant. Vraiment, ce sont des images difficiles à regarder quand même. C'est quand même incroyable. C'est incroyable à voir qu'on laisse des gens arriver jusqu'à ces points-là et à les aider. Moi, je croyais qu'il fallait d'abord prévenir que ça arrive. Ça me fait penser à la situation du Biafra à un moment donné. Oui. Il y avait un élément de sécession, mais en réalité, il y avait des compagnies pétrolières derrière. Oui, il y avait c'est même bien documenté, c'est bien documenté, c'est à la portée de tout le monde. Le gouvernement ici supportait le gouvernement fédéral et ça a créé des désastres que ça a créé. C'est quand même terrible. Oui, juste, bon, on va couper si après c'est pas... Ouais. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, oui, je voulais juste répéter ce que j'ai dit peut-être d'une autre façon, c'est que les aides, n'est-ce pas, humanitaires et tout cela, au minimum, n'est-ce pas, ne signalent de bonnes intentions pour ceux, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi qui le font, mais ça ne peut pas aider. Et quand bien même on donne ces aides-là à ces pays-là, ça n'aide pas, ça renforce plutôt ceux qui ont d'abord créé cette situation. Donc en Éthiopie, par exemple, j'ai vu là, dans le reportage là que des gens allaient à Kromen pour attendre des vivres, pour attendre de la nourriture, et ils mouraient de faim. Mais il se trouvait que le régime de Mengistu avait imposé des quotas. Si nous n'avons pas tel nombre de personnes, nous ne pouvons pas leur donner de la nourriture. Et parce que en forçant à avoir un certain nombre de personnes, eux, ils forçaient les gens à se déplacer des terrains où ils étaient en train de mener de la guerre. Donc ça leur permettait, ils utilisaient l'aide alimentaire qui était donnée pour continuer leur politique qu'ils avaient déjà commencé, c'est-à-dire que l'aide, en fait, on peut le dire aujourd'hui même de l'aide au développement qu'on donne à tous les pays africains, c'est-à-dire que le gouvernement s'en empare et l'utilise pour continuer de mettre en œuvre la politique qui a d'abord créé la situation désastreuse dans laquelle le pays se trouve. Qui profite du crime. Voilà. Donc, et c'est encore plus révoltant quand celui qui profite du crime en profite doublement, parce que on le récompense donc pour meurtre. Mais heureusement, dans des situations catastrophiques, il arrive souvent qu'un personnage émerge avec courage et détermination. Meles Zenawi va peu à peu faire ancrer des mesures libéralistes et transformer le pays. Il est né dans le Tigré, autour d'Adwa, c'est-à-dire autour du lieu de cette victoire contre les Italiens en 1996. Le Tigré, c'est également Aksum, je l'ai dit. Et le Tigré, à la libération, avait un courant de désir de modernisation, et il y a eu un bombardement de l'aviation anglaise venue du Yémen, appuyant des forces de Haïlé Sélassié qui voulaient par la force accélérer le processus de contrôle qu'ils avaient sur cette région-là, bombarder un lieu qui s'appelle Wayane. Et le mouvement que Meles, quand les militaires sont arrivés au pouvoir,
il a laissé tomber ses études. Parce qu'il y avait deux courants dans le mouvement des étudiants. Le mouvement des étudiants, il y avait un mouvement d'étudiants qui a composé avec les militaires, qu'on appelle Meïsol, qui leur a donné une patine idéologique marxiste-léniniste. Il y avait un autre courant qui s'appelait IPI-ARPI qui n'a pas composé, et ça veut dire Ethiopian People Revolutionary Party, et les deux s'affrontaient. Et l'Ethiopian People Revolutionary Party pensait qu'il fallait mener la lutte sur l'ensemble de l'Éthiopie. Il y a eu une scission en leur sein, et Meles fait partie des gens qui étaient dans cette scission, qui estimaient que chacun doit lutter dans sa région. Ensuite, on pouvait se regrouper. Venu de la guérilla de Tigré avec Menes Zenawi, le nouveau Négus aussi, qui va régner en faisant entrer son pays, je dirais, dans une modernité néolibérale, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui se disait marxiste lui-même, parce qu'il sort d'une guérilla vraiment marxisante, mais il installe un pouvoir semi-néolibéral, avec des réussites sur certains plans, notamment les infrastructures. L'Éthiopie est un chantier énorme, même quand on voit aujourd'hui à Addis Abeba, le pays est en chantier en permanence, mais en même temps, c'est un pays qui a aussi des problèmes, notamment au niveau de la question des terres, avec la vente des terres, alors que ce pays tient, c'est un peuple qui tient beaucoup à sa terre, mais de plus en plus, c'est un pays qui est en train de mettre en vente beaucoup de ses terres. On dit qu'il y a des millions d'hectares qui ont été, des milliers d'hectares qui ont été déjà vendus, et sans aucun contrat clair. Donc il y a un paradoxe là, entre des anciens marxisants qui pratiquent un néolibéralisme, je dirais, tous azimuts. Frédéric, l'homme prodigue, Meles Zenawi, il arrive, il prend le pouvoir après Mengistu et il transforme son pays. Est-ce qu'il a fait une différence là-dessus? Il a fait une différence visible, oui, parce qu'il n'avait pas aussi le choix. Le monde a changé, il n'y avait plus des Est-Ouest blocs, et en plus, il y a des peuples éthiopiens ont aussi voyagé. Ils étaient un peu ouverts, ils voulaient quand même avoir des changements chez eux. Et ils n'avaient pas le choix. Ils devaient quand même, pour se maintenir, avant c'était se maintenir, c'était la force. Mais lui, pour se maintenir, il faut quand même venir avec des progrès, avec le commerce, tout ça, un peu de développement, l'éducation. Et de cette façon, il pouvait se tenir. Mais c'est vrai qu'il a eu des problèmes avec des étudiants, il a eu des problèmes avec ses opposants. Bon, mais en général, moi j'ai apprécié sa façon de voir la réalité, parce qu'il a compris qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des real politics. Donc, pour se maintenir, plus pragmatique. Il a été pragmatique. Très pragmatique. Donc il a compris qu'on peut utiliser le marxisme pour se libérer, mais lorsqu'on est sur le terrain, il y a d'autres réalités. C'est la réalité économique. Et Rémi, est-ce que vous pensez que Zenawi a été plus, comment dirais-je, plus ouvert à l'intégration des différentes minorités à l'intérieur de l'Éthiopie pour pouvoir réussir ce qu'il a fait? Par rapport à ses deux prédécesseurs, je pense qu'il a eu le temps de faire la lecture de la situation et de voir comment il peut de la gérer mieux que les autres, quoi. Et il a été un peu plus intelligent dans ce sens-là. Que les autres, voilà. Il a pu lire le temps, la situation et tout, beaucoup mieux. Frédéric, l'Éthiopie... Dionedor. Oh, pardon. Dionedor. Oui. J'aurais dû me rappeler de votre... Dionedor. L'Éthiopie a connu quand même une croissance économique incroyable à l'époque de Zenawi, où à des moments ils atteignaient 10% par an. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à cela? Bon, je dois dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué en la faveur de Zenawi. Je ne mets pas de côté le fait que c'est un leader, n'est-ce pas, qui a été très très intelligent, mais il a aussi profité de son background, du fait de son origine, n'est-ce pas, d'une base contestataire. Donc il était très très au fait des problèmes qui minaient son pays.
Donc, sous cet angle-là, il savait les solutions qui pouvaient être les plus aptes à adresser, n'est-ce pas, ces petits problèmes qui ont amené à la chute de ses deux prédécesseurs. Donc, il y avait déjà cela, mais d'un autre côté, il y avait aussi que le mur de Berlin avait chuté. Donc, le monde était passé à une autre ère. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc, lui, il s'est juste arrimé, n'est-ce pas? Il a eu l'intelligence de comprendre, parce que, il faut le dire clairement, que beaucoup de marxistes, ou bien beaucoup de régimes marxisants, à l'aube des années 90, se sont transformés du jour au lendemain. Nous avons le Congo-Brazzaville, par exemple, le Mozambique, il y a beaucoup de pays comme ça qui sont devenus de façon extravagante, néolibéralisante. Donc, il en a profité et n'étant plus, n'est-ce pas, pris en tenaille entre le bloc Est et Ouest, il a pu, n'est-ce pas, attirer les investissements de ces investisseurs qui avaient intérêt à ce que il y ait une certaine stabilité dans la corne de l'Afrique, parce qu'il ne faut pas dire que, il faut pas croire que le développement de l'Éthiopie tel qu'il a été ne profite qu'aux Éthiopiens. Il y a le fait que on ne peut pas faire des affaires, n'est-ce pas, dans un contexte instable. Donc, avec les ressources qu'il y a déjà en Éthiopie, le sous-sol, j'entends, et la position géostratégique qu'occupe la corne de l'Afrique, avec le développement des pirates, et on va parler peut-être plus tard du terrorisme et tout cela. Donc, il y avait des personnes qui avaient intérêt à ce que, si les Éthiopiens n'ont pas faim, si les Éthiopiens ne se font pas la guerre les uns contre les autres, et ils peuvent, n'est-ce pas, prospérer, eux, en tirant profit de cette situation. Donc, voilà le contexte dans lequel Meles a dû émerger. C'est vraiment drôle parce que Meles Zenawi n'est pas aussi connu, parce que il a achevé quelque chose d'extraordinaire pour son pays, mais aussi il a remis son pays sur la scène panafricaine. Mais on ne lui donne pas la même stature que d'autres leaders africains. À qui pouvez-vous comparer, Rémi, Zenawi, à qui d'autre sur le plan de l'Afrique comme leader? Leader africain, tu veux dire? C'est un leader africain, parce que je pense qu'il l'Éthiopie jouera toujours un rôle de leader sur le panafricanisme, parce qu'ils ont été à l'initiative de beaucoup de choses. Mais sur le plan, parce que même l'Éthiopie, elle a aidé le leader sud-africain, Nelson Mandela. Il avait été à l'Éthiopie à l'époque de Haile Selassie, l'Éthiopie a aidé l'ANC, etc. Mais on connaît beaucoup plus Nelson Mandela qu'un dirigeant comme Zenawi. Et je pense que Zenawi a remis l'Éthiopie sur la scène africaine d'une façon très intelligente. Il a développé son pays, mais il a aussi achevé quand même quelque chose d'important là-dessus. Oui. Alors, s'il faut penser à un leader qui a bien fait son travail pour, je ne sais pas, pour son pays, pour travailler sur l'image de l'Afrique aussi. Je vois les gens comme, je ne sais pas, si vous serez d'accord avec moi, comme Kadhafi, dont on ne parle pas vraiment beaucoup, mais il a beaucoup fait pour vraiment faire sortir cette Libye-là de, je ne sais pas, de... Moi, je n'ai jamais connu un Libyen réfugié, par exemple. Je n'ai jamais connu... j'ai jamais entendu de mauvaises histoires de la Libye, jusque quand on commençait à parler de Kadhafi. Kadhafi a fait beaucoup de travail, il a donné beaucoup d'argent aussi à l'Organisation de l'Unité africaine. Ouais. Il a essayé d'aider beaucoup de pays africains, etc. On peut débattre sur la façon dans laquelle il a géré son propre pays, ça c'est une chose, mais sur le plan africain, je pense qu'il avait une vision. Mais il y avait d'autres dirigeants aussi qui avaient des visions panafricaines, et on parle d'eux, mais on n'a pas parlé de... Parce que Zenawi est resté au pouvoir quand même pendant pas mal de temps. Il a achevé quelque chose d'extraordinaire dans un pays africain comme... Il y a une chose, ce qu'il a fait lui, par exemple, ce que le président Zenawi a fait, on est arrivé à un moment où on voit que c'est comme si c'est normal. Parce que comme lorsque nous étions encore des jeunes, nous on vivait dans des internats, on croyait que de l'eau potable c'était en fait naturel, de l'électricité était naturelle. Mais en fait c'est pas ça. Lui, il est arrivé à un moment là, tout le monde veut le développement.
lui donne, il fait ça. Et maintenant, lui, la personne n'est plus vraiment spéciale. C'est comme si quelqu'un va naturel, dire, c'est normal. non, ben, même s'il n'a pas fait ça, l'autre personne devait faire ça. C'est quand même incroyable pour un pays qui n'avait pas de pétrole. Oui, les gens ne savent pas qu'il a fait des sacrifices. Ouais, absolument. Les gens ne savent pas qu'il a fait des sacrifices. Donc, c'est ça. Malheureusement, dans la nuit du 20 au 21 août 2012, brusquement, Meles Zenawi décède en pleine fonction. Après 21 ans à la tête du pouvoir, un grand nombre de chefs d'État africains sont venus lui rendre un dernier hommage. L'Afrique a perdu un de ses plus grands dirigeants. Meles était quelqu'un d'unique, son charme, son esprit, sa passion pour le développement de l'Afrique, sa passion pour une Afrique plus forte, plus pacifique et stable, tout cela est inégalé. Un ami, un frère, un dirigeant, un combattant héroïque pour la liberté, pas seulement du peuple éthiopien, mais aussi de toute l'Afrique. Pour moi, mon pays et l'Afrique ont perdu une personne importante. Mon ami Meles était un grand homme, un homme bon, un visionnaire. Il était la manifestation du panafricanisme et à travers lui, nous pouvions renforcer l'unité de notre continent et renforcer cette unité dans la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et la prospérité. Ces idées visaient toutes un même objectif: accomplir une justice sociale pour son peuple et vaincre la pauvreté, pas seulement en Éthiopie, mais dans toute l'Afrique. Le Premier ministre Zenawi a tiré parti de son immense intellect, de son éloquence et de sa vision pour partager et transmettre le meilleur à l'Éthiopie. Et lorsqu'il a affronté des difficultés et des défis, il s'est exprimé avec sincérité, courage et conviction. C'est le début d'un nouveau chapitre de renaissance pour l'Éthiopie. C'est au Premier ministre que l'on doit la croissance et la transformation du pays. Même s'il n'est pas des nôtres, notre parti, le TPLF et notre gouvernement vont compléter la vision du Premier ministre avec l'aide du peuple. Dieu ne dort. Comme on en a parlé un petit peu auparavant, on s'aperçoit que Meles Zenawi a achevé un travail extraordinaire. Et il a été au pouvoir pendant plus de 21 ans, mais il n'a pas eu l'exposure médiatique que d'autres auraient eu pour le mettre en apogée comme un leader extraordinaire. Mais quand on regarde ce qu'il a fait, il a achevé quelque chose d'incroyable. Une croissance en moyenne de 10% pendant pratiquement la plupart de ces années-là. Il a transformé son pays, mais il a aussi fait un travail extraordinaire sur le plan du panafricanisme. Oui, disons que sous Meles, on a vu beaucoup de transformations au niveau notamment de l'OUA qui est devenu l'UA. Et bon, le siège, n'est-ce pas, de l'Union africaine étant Addis Abeba. Et je pense que le fait que juste après sa mort, que la présidence de l'Union africaine soit revenue à l'Éthiopie, c'est quelque chose qui était en préparation, c'était pas pour honorer sa mort. Et le fait que le siège de l'Union africaine soit en Éthiopie, avec ce nouveau bâtiment très très impressionnant, ça prouve que le gouvernement éthiopien y a travaillé beaucoup, et cela n'est que le reflet, n'est-ce pas, de tout ce qu'il pensait de l'Union africaine. Donc, quelque part, et ironiquement, je vois qu'il a rejoint, n'est-ce pas, les idées de l'empereur Haïlé Sélassié premier, parce que c'est lui, sur le panafricanisme. Sur le panafricanisme. Et tout à l'heure, on parlait de pourquoi il n'a pas été mis, n'est-ce pas, au niveau de la même magnitude que tous ces autres. C'est justement parce que... Et quand on voit, Frédéric, quand on voit l'hommage qui a été rendu par la plupart des chefs d'État africains, c'est quand même une reconnaissance du travail que Meles a fait?
Oui, ça c'est vraiment, c'était bien de voir tout le monde là-bas. Et en plus, peut-être aussi c'était sa façon, il ne voulait pas aussi trop s'exposer, il voulait peut-être se concentrer au travail, peut-être. C'est ça aussi, parce qu'il y a d'autres personnes... Il n'avait pas le culte de la personnalité. Oui, il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler, il y a d'autres personnes qui préfèrent prétendre travailler. Et on prétend travailler souvent lorsqu'il y a la télé, tout ça, les caméras, on se fait vedette. Mais lui, peut-être, il a préféré de travailler. Et c'est maintenant après sa mort que les gens ont réalisé. On voit juste après sa mort, il n'y a pas eu de désordre, il y a de transition. C'était vraiment très facile. Ça montre quand même qu'il a contribué à quelque chose, à même l'état d'esprit. Rémi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, notamment sur le fait qu'après sa mort, le pays était quand même resté calme? Ouais, ça c'est pas évident pour un pays africain. Pour un pays africain, oui, absolument. Quand un leader meurt, c'est la chance de tout le monde maintenant de prendre le pouvoir. Et pour ne pas avoir de troubles jusqu'à sa mort, c'est-à-dire qu'il sait vraiment, il a su mettre les choses à leur place. Il a commandé, comme le document l'a dit, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, sincère. Voilà, avec ses atouts qui sont rares pour le président africain, la sincérité et le courage. Donc voilà, bon, je lui donne les femmes à prendre 2 Zélandais. Ali Mariam assurera l'intérim. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est devant de la scène internationale. En effet, son Premier ministre Ali Mariam Desalegn est encore pour 1 an le président de l'Union africaine. Et récemment, en visite à Paris, il a tenu une conférence de presse à l'Élysée en présence du président François Hollande. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le président. C'est effectivement l'esprit des échanges que nous avons eus ce matin. Nous avons parlé d'une série de questions qui préoccupent à la fois l'Afrique, la France et l'Éthiopie, notamment la France et l'Éthiopie au niveau bilatéral, en ce qui concerne la paix et la sécurité. C'est très important pour l'Afrique. Et nous avons salué et nous avons remercié la France de son soutien à la paix et à la stabilité en Afrique, en particulier à l'heure actuelle au Mali et en République centrafricaine, ainsi que le soutien de la France dans d'autres régions d'Afrique, y compris la République démocratique du Congo, la Somalie, et son rôle dans la pacification du Soudan et du Sud-Soudan. Ce sont des domaines de coopération importants pour nous avec la France. L'Union africaine est également très engagée pour tout simplement ajouter un certain nombre de questions, très engagée sur le changement climatique et nous souhaitons travailler avec la France à cet égard. L'Éthiopie, le Premier ministre éthiopien reçu à l'Élysée, est-ce que ça remet l'Éthiopie sur la scène internationale au niveau qu'elle aurait dû être depuis toujours? Oui, parce que comme l'Union africaine est basée à Addis Abeba, c'est ça qu'il devait faire, c'est bien. Et aussi, parmi les sujets qu'ils ont discutés, ils ont parlé d'autres pays aussi. Ils ont parlé des problèmes du Congo, du Soudan, Congo, pacification de tous ces pays-là. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Oui, du Mali, tout. C'était vraiment bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de la situation au Mali? Est-ce que ça s'est calmé ou Dieu ne dort? S'il faut passer à la situation en quelques Mali. Mots, hein, parce oui. Pas beaucoup de temps. Bon, la situation au Mali, tout simplement, je pense que pour une fois, beaucoup de gens étaient d'accord avec une intervention occidentale en Afrique, même pour ceux qui sont foncièrement panafricanistes et souverainistes. Donc, puisqu'il s'agissait là des rebelles terroristes qui coupaient les mains aux gens et tout cela. Donc, pour le moment, ils ont été, à mon avis, chassés hors du Mali, même s'il y a quelques poches de résistance. Nous pensons que l'Éthiopie va jouer un rôle beaucoup plus prépondérant dans le développement du panafricanisme et en espérant que d'autres pays vont la joindre dans cet objectif. Merci Dionedor Wandji. Le plaisir est le mien. Et merci Frédéric. Et merci à Rémi. Merci et merci à vous tous, chez vous, qui sont fidèles à notre émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine numéro d'African Chronicle. Au revoir.
Thank you.